Annabelle Desgrédioux. Moi, je suis chercheure en sciences sociales de la santé. Je suis directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, qui est l'Institut de recherche public français plutôt dédié aux recherches dans les pays en développement. Donc, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, puis sur la santé des migrants en France. Et c'est à ce titre que j'ai été invitée au CCNE. Et je vais laisser par contre Régis décrire ce que c'est que le CCNE, parce qu'il est beaucoup plus à même que moi de le faire. Et moi donc, Régis Aubry, je suis médecin. J'ai l'impression que je connais Alexandra Fourcade depuis très longtemps maintenant. Donc médecin interniste à l'origine, m'étant beaucoup engagé dans le domaine des soins palliatifs et de l'accompagnement. J'ai aidé à la structuration des soins palliatifs au plan national, en dirigeant l'Observatoire national de la fin de vie, en créant ensuite la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie. Je suis médecin universitaire, chercheur sur les questions relatives à la fin de vie. Je travaille maintenant, au terme de ma carrière professionnelle, au montage d'un institut hospitalier universitaire sur les questions de vulnérabilité liées à la santé. Voilà. Et puis, je suis membre du comité consultatif national d'éthique depuis longtemps maintenant. J'ai dirigé un espace de réflexion éthique régional dans ma région Bourgogne-Franche-Comté. Et le CCNE fonctionne de la façon suivante. En gros, ce sont 50 personnes nommées par des instances nationales, ministères, présidence de la République, représentants de la conférence des présidents, différents présidents d'universités, etc., et représentants des usagers de la santé depuis la réforme, la dernière loi de bioéthique qui a permis d'enrichir le CCNE de représentants des usagers. Voilà, le CCNE est composé d'une 50aine de personnes. Il répond à des saisines qui viennent de la présidence de la République, du gouvernement, des directions de la santé, mais il peut aussi s'autosaisir, ce qui a été le cas d'ailleurs pour l'avis dont on va parler. Il s'autosaisit souvent quand il sent qu'il va être saisi, mais qu'il préfère anticiper pour prendre le temps de réfléchir à des questions qui sont ou vont devenir prioritaires dans le champ de l'éthique lié à la santé. On fonctionne par groupe de travail, mais tous les avis font l'objet d'un vote et d'une validation ou pas par l'ensemble des membres du comité plénier. On a ainsi des avis, c'était le cas pour l'avis sur la fin de vie, qui comporte un avis qu'on peut qualifier de majoritaire, et puis en l'occurrence un avis différent, divergent, ou des remarques qui sont c'est pas vrai dans tous les avis, il y en a qui prêtent moins. Celui dont on va parler a été beaucoup moins source de débat, mais voilà comment fonctionne le CCN. Je vais peut-être vous présenter les grands traits alors, de cet avis 140. Et puis, on est un peu rodé avec Annabelle. Hein, on a l'habitude de travailler ensemble, donc je passerai volontiers la parole à Annabelle sur les aspects plus santé publique, approche sociologique des inégalités en santé, etc., parce que je n'ai pas sa compétence. Mais l'avis dont on vous parle là est un avis qui était très centré sur la crise du système de santé, qui traverse notre système de santé, et en particulier très centré sur la crise de l'hôpital dans le système de soins, santé, soins, hôpital. On a beaucoup travaillé sur la crise de l'hôpital comme élément un peu paradigmatique, expliquant une crise beaucoup plus large. On aurait pu, et on s'y frotte un peu dans cet avis, et essayer de voir en quoi les crises que traversent nos sociétés sont des crises de la confiance et des crises du sens, entre guillemets. Mais pour rester dans le domaine qui était le nôtre, et je vous précise aussi que cet avis s'inscrit dans le sillage d'un autre avis, qui était l'avis 137, si je ne m'abuse, qui portait beaucoup plus sur la santé publique en général et la réflexion sur les questions éthiques un peu inédites que pose la santé publique, avec des enjeux plus universalistes, collectifs, d'accès à la santé, et moins individuels que l'éthique biomédicale classique.
Là, on a donc voulu essayer à la fois euh, de comprendre, au travers de l'analyse de la crise sanitaire, comprendre l'état de crise du système de soins pour essayer, sur cette base, de proposer une refondation éthique, enfin des éléments pour une refondation éthique du système de santé. L'analyse qu'on a fait de la crise sanitaire, ou les éléments d'analyse qu'on a tirés de cette crise, nous ont amené à comprendre qu'elle avait été le révélateur de notre vision très sanitaire de la santé. Et elle nous a révélé des inégalités en santé, plus que des inégalités d'accès aux soins, des inégalités en santé, dont parlera Annabelle tout à l'heure. Peut-être que de mon point de vue de médecin, le point saillant de cet avis, il a été d'analyser ce que Lise Langlois, qui est une chercheuse canadienne, a qualifié de souffrance éthique des professionnels du monde de la santé. C'est assez intéressant de regarder ce concept qu'elle a développé, euh, qu'elle a exploré dans un pays différent du nôtre, le Canada, mais qui souffre, comme d'autres pays, de la même crise de son système de santé. Je vous rappelle que la crise que traverse le système de santé français n'est pas franco-française, c'est une crise internationale. J'ai discuté encore récemment avec des collègues allemands là, qui traversent une période extrêmement difficile, qui est probablement une crise de croissance, si on peut dire les choses comme ça, avec un système de santé qui, parce qu'il a été performant, a produit des situations de complexité, d'une part, et des exigences de performance, d'autre part, qui ont généré une souffrance chez les professionnels de santé. Cette souffrance éthique, elle est aussi liée au fait que, petit à petit, dans cette logique de progrès, d'évolution technique et scientifique, cette évolution de performance, en particulier dans le monde de l'hôpital, mais pas que, c'est aussi vrai dans les établissements médico-sociaux, nous semble-t-il. La difficulté a été pour les professionnels de santé de garder le lien avec le cœur du sujet de la santé, qui est la personne malade ou la personne dépendante, entre guillemets. Avec, quand on parle de crise du sens, ça nous a été dit dans les auditions que nous avons faites, une interrogation sur ce que soigner veut dire. Un constat que, probablement du fait des modes de tarification et de valorisation des actes dans le domaine de la santé et de la médecine en particulier, à l'hôpital, la tarification à l'activité, en ville, la tarification à l'acte de soins. Il ne s'agit pas de jeter au panier ces modes de valorisation et de financement, mais on a de plus en plus privilégié l'action technique de surcroît. Et donc, de moins en moins, le temps malade, le temps de l'écoute, le temps de la réflexion, le temps de la discussion. Alors qu'on fabriquait des situations complexes, on n'avait pas identifié la nécessité d'avoir des temps très organisé de réflexion éthique interprofessionnelle pour ces questions-là. Ce qui fait que ça a généré chez les soignants un rapport au sens, ou plus exactement à la sensation de non-sens par rapport aux soins, et ce qui est probablement une des explications de l'abandon de cette profession par un nombre qui est quand même important de professionnels de santé. Je vous rappelle qu'on a, de façon inédite dans notre pays, des fermetures de lits comme jamais on en a, de lits hospitaliers comme on en a jamais eu. Donc ça a été un élément important de notre réflexion, d'autant plus que le constat que nous avons pu faire au travers de ces auditions et de nos réflexions, c'est qu'il y a un point de rupture qui est peut-être atteint ou peut-être en passe d'être atteint, c'est quand le temps des professionnels de santé ne croise plus le temps des malades. Le temps des malades qui est un temps lent et le temps des professionnels qui est un temps toujours dans une forme d'accélération. Et cette non-rencontre, elle se traduit par une forme d'insatisfaction, cette fois des usagers, des malades ou leurs représentants, s'estimant non écoutés, non pris en compte, individuellement et collectivement, interrogeant cette notion de la démocratie sanitaire comme un étendard que l'on agite, mais qui n'est pas réellement investi, nous semble-t-il, en tout cas dans notre travail.
Euh, Dernier point, avant peut-être de passer la parole à Annabelle, pour compléter mon propos. Ce qui nous est apparu aussi important dans l'analyse de cette souffrance, c'est le besoin de reconnaissance des professionnels de santé, tout professionnel confondu, mais en particulier des professionnels qui sont le plus près des malades, reconnaissance de leur expertise, reconnaissance de leurs compétences, reconnaissance de leur utilité potentielle dans la gestion même des organisations et des systèmes de santé, avec le sentiment d'être dans une dichotomie entre précisément la gestion et le soin qui n'est pas adaptée à la réalité de ce qu'être malade veut dire entre eux. Donc une forme de revendication de partage, pas d'exclusion autour de la gestion, mais de partage de certains éléments de la gestion et de l'organisation du système de santé par ceux qui en sont les acteurs principaux. C'est une entreprise particulière que celle du soin, hein, puisque c'est une entreprise qui est faite pour des personnes et qui ne vit que par d'autres personnes. Donc on peut pas la gérer on peut pas les gérer comme des objets, nous semble-t-il. Voilà. Et donc les propositions qui ont suivi alors je suis très réducteur dans l'analyse qui a été faite, mais les propositions qu'on suivi découlent de ces constats, évidemment, avec des propositions qui vont dans le sens de la nécessité, lors de la refonte du système de soins et du système de santé, de valoriser le service public pour un égal accès à la santé, avec un décloisonnement qui est une nécessité à mesure que l'on fabrique des situations complexes, une valorisation du service public, une vision de la santé qui ne serait pas réduite au plan sanitaire et à la dimension curative, une valorisation des temps du care, le temps avec les malades, pour le dire autrement, une valorisation ou la création de valorisation de temps pour l'approche interdisciplinaire et décloisonnée des situations complexes rencontrées dans le champ de la santé. Moi, je renverrai volontiers à tous les travaux d'Edgar Morin, hein, sur ce plan. Et puis l'introduction, la nécessité d'introduire ou de renforcer des dynamiques participatives, de co-construction, de co-animation dans la gouvernance des organisations, des établissements et des systèmes de soins et de santé. Voilà en gros quelles sont nos propositions. Peut-être on enfonce des portes ouvertes hein, quand je vous dis cela, mais cette question centrale de la souffrance des professionnels et son analyse nous semble être un moyen sur lequel on peut bâtir des propositions qui nous semblent assez pertinentes. Annabelle, j'ai dû oublier des choses majeures. Euh, Pas du tout. Et du coup, je vais être assez rapide parce que je pense que le mieux, c'est de laisser peu du temps à l'échange à vos questions. Peut-être juste compléter ce qu'a dit Régis Aubry en ajoutant que nous, beaucoup de gens font l'analyse de la crise du système de soins actuellement, en particulier les journalistes. Il y a énormément de rapports qui ont été demandés à plein d'institutions. Donc nous, on était une parmi d'autres et on a du coup essayé d'apporter ce qu'on peut apporter en tant que comité d'éthique, c'est-à-dire la réponse à la question quels sont les principes éthiques sur lesquels il faudrait reconstruire ce système qui fonctionne mal pour l'instant. Et du coup, enfin, ça sous-enlève tout ce qu'a dit Régis, mais on a caractérisé les deux grands principes éthiques qui nous semblent devoir être vraiment au fondement de la reconstruction de l'amélioration du système. C'est d'une part le principe du respect de la personne qui se décline dans ce qu'a dit Régis, c'est-à-dire respect des patients et accorder plus de valeur au temps, parce que c'est aussi une façon de respecter les gens, mais respect aussi des soignants, puisqu'on voit bien que les conditions d'exercice aujourd'hui sont un déni de respect en fait des soignants, et puis respect des parties prenantes de tous, donc dans un nouveau mode de gouvernance, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est central. Un deuxième principe éthique dont on a, et donc c'est peut-être là-dessus que moi je suis un petit peu plus compétente, mais auquel on pense moins quand on pense système de santé, c'est en fait le principe de la justice sociale, qui est le versant santé publique. Et en fait,
on a pas mal pointé dans notre avis le fait que de façon assez paradoxale, enfin, en fait, la France connaît une situation paradoxale où on est à la fois le pays, je pense que le pays du monde où on a le système le plus protecteur en théorie par rapport avec notre assurance maladie très protectrice, universelle, qui couvre y compris, par exemple, les personnes qui n'ont pas de titre de séjour dès lors qu'elles ont 3 mois sur le territoire français. Donc, en théorie, on a un système extrêmement protecteur, universel, etc. Et en pratique, ce qu'on a vu avec le Covid, mais qu'on peut illustrer avec d'autres exemples, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est qu'on est un système de santé qui crée en fait des inégalités et avec des mécanismes qui ne sont pas toujours encore bien compris. Hein, en sciences sociales de la santé, on travaille vraiment là-dessus, mais bon, si on reprend l'exemple du Covid, on a vu que on a su trop tard d'ailleurs, il nous a fallu, il y a un problème aussi de gestion de nos données, on a su avec 2 ans de retard que dès 2020, le Covid touchait beaucoup plus les personnes immigrées, par exemple, mais aussi les personnes très précaires, etc., pour des raisons liées aux comorbidités, mais pour des raisons aussi liées sans doute à une difficulté d'accès aux soins, une difficulté de connaissance des filières. Voilà, donc je ne vais pas forcément détailler ici, mais c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé et en demandant que justement pour qu'une attention soit portée à plus de justice sociale dans notre système de santé, avec quelques pistes qu'on a données qui d'ailleurs nous ont valu déjà pas mal de discussions. Et une des pistes qu'on a données, qui m'intéresserait de discuter avec vous, c'est le fait que, il nous semble que le fait que les collectivités territoriales aient un rôle assez minime en fait dans les politiques de santé est un des obstacles au développement justement de plus d'équité en santé, parce que la lutte contre les inégalités en santé, elle se fait nécessairement à un niveau très local, parce que les inégalités en santé se construisent en fait voilà, selon les contextes et sont très spécifiques. Voilà, par exemple, on s'est posé la question dans notre avis de renforcer le rôle des permanences d'accès aux soins de santé. On s'est beaucoup posé aussi, on a beaucoup mis en avant un nouveau métier qui est le métier de médiateur en santé, avec toute cette question du nécessaire aller vers. Hein, ce mot d'aller vers commence à être maintenant à la mode et on en a beaucoup parlé pendant le Covid. On a vu que pour vacciner les populations les plus éloignées du soin, il fallait des camions qui aillent à la rencontre des personnes parce que les personnes ne venaient pas elles-mêmes dans les centres de vaccination. Ça, ce sont des choses voilà, qui demandent des nouveaux métiers, des nouveaux modes d'organisation du système et une articulation vraiment entre le médico-social plus fine et plus efficiente que ce qui se passe actuellement. Voilà. Et du coup, je ne vais pas être plus longue, mais je reviens à la première phrase qu'a dit Régis, c'est que notre analyse vraiment, c'est que une des racines de la crise du système de soins, c'est qu'on est justement dans un système la santé en France est vécue beaucoup plus dans la production de soins que comme une vision holistique de la santé et avec un déficit de promotion de la santé, prévention, qui, au bout du compte, par un système d'accumulation, arrive au bout du compte à ce qu'on connaît comme inégalité en matière de mortalité voilà, ou par rapport aux grandes épidémies comme le Covid. Voilà, je vous propose de ne pas en dire tellement plus parce que je crois que Régis a vraiment dressé un large panorama, mais tout à fait disponible pour des questions plus précises. Peut-être on avait dans cet avis, mais dans le précédent aussi, beaucoup insisté sur l'intérêt qu'il y aurait dans ce contexte de crise que traversent tous les pays développés, en quelque sorte, de leur système de santé, l'intérêt qu'il y aurait à avoir ce qu'on avait appelé à l'époque des états généraux de la santé et de la santé publique, parce que ce sont des questions citoyennes, ce ne sont pas des questions qu'il faut enclore dans le champ sanitaire, ce que l'on fait trop, et que on voit bien qu'il y a des débats et des orientations et des priorités qui peuvent naître, à l'instar de ce qui se passe, par exemple, avec la conférence citoyenne, d'ailleurs, sur la fin de vie. Je suis très intéressé de voir comment ces instances peuvent produire des éléments intéressants. On avait donc recommandé cela. Alors, certes, le CNR santé
procède aussi comme ça d'aller vers les populations sur le terrain, mais ça ne touche pas tant le grand public que cela, me semble-t-il. Merci beaucoup à tous les deux déjà pour cette présentation là, des points saillants de la vie. Je pense qu'effectivement, on est au cœur de l'échange qu'on voulait avoir au titre de SPT avec vous, puisque vous avez bien insisté tous les deux sur la valeur quand même. Vous avez parlé du respect, vous avez parlé de la justice sociale et de la démocratie en santé. Et c'est vrai que nous, à ESPT, on défend vraiment ce rôle majeur qu'ont les élus dans l'application des politiques de santé. Et je pense que le Covid a bien mis en évidence que finalement, on a beau avoir des politiques de santé extrêmement structurées au plan national, des plans nationaux, des feuilles de route stratégiques, enfin des choses très, très cadrées au plan national. En pratique, la mise en œuvre opérationnelle de tout ça, ça ne peut pas se faire sans une collaboration étroite entre l'État et les collectivités territoriales. Ça a été particulièrement démontré pour le Covid. Et c'est vrai que je pense que c'est très important que, du point de vue du Comité national d'éthique, cette valeur quand même de la proximité et du rôle finalement des collectivités territoriales aux côtés de l'État pour rendre efficient finalement cet argent public qui est mis à contribution avec des sommes qui sont considérables et qu'on n'a pas... on n'a pas à rougir de ça. Je pense qu'on a un système de santé qui est très généreux, très riche par rapport à d'autres pays, mais malheureusement, l'efficience, elle peut être questionnée. Et effectivement, c'est intéressant que, au travers de cet avis 140, vous puissiez finalement appuyer un des points sur lesquels nous, on milite depuis des années, et sans beaucoup d'écho pour l'instant, je pense que mes collègues le pourront le dire, pour que cette frontière finalement entre les collectivités territoriales et l'État soit bousculée, parce qu'en pratique, aujourd'hui, tu as parlé du CNR Santé, je ne suis pas certaine que le CNR Santé ait beaucoup embarqué les collectivités territoriales dans la démarche, même si ça a donné lieu à des exercices très, très intéressants, mais voilà, c'est très inégal et je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit dans un véritable partenariat démocratique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, collectivité territoriale et État, pour faire en sorte que on prenne en charge les domaines dans lesquels on a des leviers d'action, nous, très importants au niveau des communes. Voilà. Mais bon, c'est un petit commentaire, mais je vais peut-être laisser mes collègues vous interpeller sur ce point. Mais en tout cas, ça touche bien le sujet qu'on voulait mettre en avant dans ce webinaire. Merci. Je vois Francis qui a levé la main et Gilbert aussi avait levé la main. Donc, merci beaucoup à tous les deux sur cette analyse et effectivement l'élément comment dirais-je que vous avez analysé, qui est cette perte de sens. Mais cette perte de sens, pour l'instant, c'est un mot valise parce que moi, je suis médecin. Je suis adjoint au maire la ville de Sceaux. Je suis président du conseil territorial de santé du 92. Je suis membre de la CRSA l'Île-de-France et puis je travaillais sur la santé pendant une quinzaine d'années. J'ai été conseiller de Xavier Bertrand à la santé. C'est là que j'ai rencontré Alexandra et donc on se connaît depuis longtemps. Moi, je suis médecin hospitalier depuis toujours, donc j'ai une vision qui est un tout petit peu biaisée. J'ai été chef de service, président de la CME de Necker. Un des éléments que j'ai pu, moi, que vous avez pour l'instant passé sous silence, que j'ai pu vivre sur les 40 ans d'exercice hospitalier, c'est une sorte de fragmentation du corpus médical. Moi, quand je suis rentré en médecine, tout le monde se parlait, on parlait le même langage, on avait l'impression d'être, le mot est éculé, mais d'être une famille, d'être un seul corpus social. Un des éléments qui a fait notre corpus social se fragmenter, je crois, est une hyper spécialisation qui est liée au progrès technique. Aujourd'hui, le généticien devient incompréhensible
à l'orthopédiste, à part quelques élites qui sont capables de créer les ponts entre la recherche fondamentale et la clinique. La clinique, que vous connaissez par cœur, mon père était philosophe et j'ai lu Naissance de la clinique de Michel Foucault très tôt dans ma carrière. La clinique, pour moi, si elle n'est pas morte, elle est devenue secondaire. Et c'était en fait le langage clinique qui nous réunissait. On parlait le même langage. Aujourd'hui, je comprends strictement que dalle à ce que me raconte mon collègue Arnold Munich, généticien, avec qui j'ai fait mon internat. Et je ne parle pas, dans cette explosion, cette espèce de fragmentation de notre corpus, elle est encore plus grave entre le système hospitalier, où on a quand même de temps en temps, dans la cafétéria, quelques éléments de langage, avec la médecine ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de premier recours, les médecins généralistes. Et cette fragmentation fait que elle est aussi une source de détresse des médecins, qu'ils soient ambulatoires, médecins généralistes et des autres professionnels. Il y a eu une segmentation, et vous l'avez dit effectivement, qui a été probablement aggravée par le fait qu'on a rémunéré à l'acte, mais parce que probablement le financeur ne savait pas faire autrement. Quand on fait une thrombectomie pour un AVC, l'évolution des techniques a précédé la compréhension par le financeur et par les organisateurs de comment organiser la prise en charge des AVC, parce que ça s'est fait sur le terrain. Donc, les financeurs, les gens qui réfléchissent à l'organisation du système de santé sont toujours un cran de retard par rapport à cette organisation. Et puis, le dernier point qui est, à mon avis, une des conséquences de cette fragmentation de notre corpus médical, c'est que les usagers, dont on sait, on les voit, hein, moi je suis membre de la CRSA, donc, dont l'importance sociale est encore, comment dirais-je, majeure et s'accroît tous les jours, en particulier dans la prise en charge des inégalités sociales en santé. Les usagers n'ont plus d'interlocuteur parce qu'il n'y a personne en face d'eux qui soit capable d'avoir un discours holistique, global, qui permette de traduire en termes simples vis-à-vis des usagers la façon dont ils sont pris en charge par le système de santé. Et moi, je le vis tous les jours. Je suis président de la commission spécialisée d'organisation des soins en Île-de-France et je vois tous les jours. Tous les jours, je fais de la pédagogie parce que je suis médecin pour expliquer pourquoi on prend telle et telle décision sur l'autorisation de telle et telle structure sanitaire ou médico-sociale. Donc, il y a réellement un sujet, j'aime pas le terme systémique parce qu'il est aussi galvaudé, mais le système lui-même a profondément changé et il est fragmenté et on a beaucoup de mal à le penser globalement. J'ai terminé, j'ai été un peu long, pardonnez-moi, mais c'est un sujet passionnant. Gilbert, tu voulais intervenir aussi? Oui, alors c'est pas tout à fait sur le même domaine. Donc, je me représente finalement en disant que j'ai été directeur d'hôpital pendant plusieurs décennies et que à ce titre-là, j'ai une vision évidemment des choses qui n'est pas la vision des médecins. J'ai fini ma carrière comme directeur de l'hôpital psychiatrique d'Albi pendant une dizaine d'années. Et sur cet hôpital où il y a une grande souffrance des soignants, indéniable, il y avait un quart des patients hospitalisés qui étaient là pour des raisons strictement sociales et non pas pour des raisons sanitaires. Alors évidemment, il y avait quelques
quelques petits problèmes psychiatriques, mais c'est des gens que le reste de l'organisation médicale, soignante, de ville, de médico-sociale ne gardait pas ou ne pouvait pas prendre. Et en fait, les soignants me remontaient régulièrement cette perte de sens, c'est de se dire, ben là, on passe du temps sur des choses alors qu'on pourrait faire autre chose. Je vois la même chose. Avant, j'ai été directeur d'un hôpital général, j'ai pu voir l'encombrement des urgences, l'encombrement de services de gériatrie où manifestement l'hôpital avait perdu son sens de soins aigus. En tout cas, l'hôpital, le cœur de l'hôpital. Et je me demande si la perte de sens ne vient pas de ce que cette notion de service public qu'on a réservé à l'hôpital fait qu'en sorte, tout ce qui dysfonctionne, finalement, ça va à l'hôpital. Le président de la CME de l'hôpital d'Albi me disait, l'hôpital, c'est le seul endroit où la lumière est allumée toute la nuit. Et c'est vrai qu'arrive tout un tas de gens, un engorgement qui fait que les soignants n'ont plus le temps. Et c'est cette frustration, ce sentiment de ne pas bien faire, de vouloir faire plus. Et je suis en train de me poser la question. Parce qu'en tant qu'élu, le maire me demande d'essayer de faire travailler tout le monde ensemble, la CPTS, les cliniques, les hôpitaux, enfin bon. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est tellement en silo, c'est tellement en chacun gère son problème, et puis quand il n'y arrive pas, il le file à l'hôpital, que je me dis, cette notion de service public, aujourd'hui peut-être, elle est à repenser. Est-ce qu'il ne faudra pas un modèle disruptif? Mais je dis bien disruptif, alors je sais que politiquement, ça ne passe pas, en tout cas chez moi, où le service public il sera beaucoup plus large que l'hôpital public. Là, il y a vraiment un problème. Et je le vois, et vous avez raison de le dire, je suis d'assez près les informations espagnoles, c'est la crise aussi en Espagne. Donc, je crois que c'est une crise internationale. Et aujourd'hui, si la santé, c'est un bien commun, il faut peut-être repenser cette notion de service public. Bon, je suppose que vous avez peut-être l'un et l'autre, Régis, et peut-être réagir déjà sur ces deux premières questions, et puis après, on enchaîne sur les autres. Ah, on ne t'entend pas, Régis. Il faut que tu remettes ton micro. Oui. Je veux bien réagir, mais je crois que nous corroborons nos points de vue au travers de ces deux précédentes remarques. Moi, ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que la dimension internationale de cette crise des systèmes de santé, elle est révélatrice probablement de plusieurs choses. Alors, je ne ferai pas le malin, je prétendrai pas comprendre tout, mais il y a probablement un mouvement d'évolution sociologique un petit peu également dans le rapport au travail aussi, probablement, qui se modifie dans nos sociétés contemporaines, qui explique aussi que ce service public dont vous parliez, et je partage votre analyse là, était quand même de fait la variable d'ajustement permanente des autres dysfonctionnements. Et aujourd'hui, l'élasticité est arrivée à sa limite, me semble-t-il. En tout cas, la crise sanitaire l'a révélé d'une certaine manière, avec en réaction des formes d'opposition à toute forme d'adaptabilité ou d'adaptation. Et puis, deuxième point, mais ça a été bien précisé par M. Brunel, je trouve que le corollaire du progrès, on y travaille sur un autre projet au sein du CCNE aujourd'hui, peut-être une dimension, un angle mort du progrès aujourd'hui, du progrès dans le champ de la santé et de la médecine en particulier, c'est la production, enfin le mot n'est pas adapté, excusez-moi, je ne trouve pas le bon mot, la genèse de situations qui étaient une forme d'impensé avant. On peut vivre beaucoup plus longtemps avec des maladies chroniques. On peut vivre beaucoup plus longtemps avec un handicap. On peut vivre
très longtemps avec une dépendance à autrui. C'est un nouveau paradigme qui a été corrélatif au progrès, entre guillemets, et que notre système de soins n'accompagne pas, alors qu'il a contribué à le générer, en sachant que cette évolution, elle se traduit aussi dans une société qui elle-même évolue dans le sens du libéralisme, et n'y voyez pas enfin, de connotation politicienne, c'est pas le propos ici, mais qui valorise quand même plutôt le fait d'être pas malade, le fait d'être plutôt jeune, le fait d'être plutôt performant. Et on voyait qu'il y a cette espèce de diastasis qui fait qu'on produit ce que l'on n'accompagne pas. Il y a donc une espèce de responsabilité sociale autour de tout cela et qui ça se traduit par une forme de découragement chez certains, voyant que le système peut contribuer. Alors, j'espère que vous ne prenez pas mal mon propos parce que je ne nie pas le versant positif du progrès, mais je parle du versant un peu l'angle mort du progrès qui peut contribuer à générer des formes de souffrance physique, sociale, psychologique, environnementale, qu'on n'a pas voulu regarder dans une forme probablement de déni collectif autour de cette dimension qu'on espérait du progrès en matière de santé. Et moi, je crois qu'il y a cette dimension à regarder avec un peu de distance, pour essayer d'ailleurs de comprendre que ce mouvement n'est pas franco-français, enfin cette évolution n'est pas franco-française. Ben, ce ne sont que des brides d'interprétation, tout cela. Hein. Il ne s'agit pas de faire le malin en vous lisant cela et puis de dire nous avons tout compris au CCNE, mais on voit bien qu'il y a des problématiques de nature éthique qui ont été créées aujourd'hui et qui appellent, dans la refondation d'un système de soins et d'un système de santé, qu'on pense un soubassement éthique du système. Et puis j'ajoute, je termine là-dessus, que quand même la crise, elle révèle, je sais, j'espère que je ne vais pas te choquer Alexandra, mais la quasi-absence de politique de santé publique ou l'insuffisance importante de politique de santé publique. C'est-à-dire on s'est tourné vers la dimension sanitaire, mais la dimension de la prévention, de la promotion de la santé est quand même le parent pauvre aujourd'hui de nos politiques, alors que de mon point de vue, et les élus que vous êtes devraient, de mon point de vue, partager cette vision-là, c'est quelque chose qui en appelle à la dimension collective, cette dimension, et qui probablement, pas exclusivement, mais contribuerait à limiter des flux entrants complètement inadéquats dans le service public hospitalier. Oui, tout à fait. Est-ce que, Madame Desgrès-Duluth, vous voulez compléter peut-être la réponse de Régis? Alors, peut-être deux petites choses par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Brunel. Moi, je ne suis pas du tout médecin, donc avec un regard complètement extérieur à l'hôpital. Mais ce qui me frappe, et on en a parlé un petit peu dans la vie, c'est la formation en fait, des médecins, et c'est sans doute vrai des autres soignants, mais c'est particulièrement vrai des jeunes médecins, est extrêmement tournée vers la technique, justement. Et ça fait longtemps qu'on dit qu'il faudrait plus de formation en sciences humaines et sociales dans les études de médecine, et y compris de santé publique. Alors, il se trouve que je ne suis pas médecin, mais comme tout le monde, j'ai dans ma famille des jeunes étudiants en médecine. Quand je parle santé publique avec eux, je suis effondrée de voir comme ça ne les intéresse pas du tout, du tout, du tout. Donc, je crois que si déjà on pouvait remettre, donner ces lettres de noblesse à ce que c'est que la santé publique et ce que c'est que l'humain et le social dans les études de médecine, déjà, ça pourrait répondre en partie. Et puis, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Angard, je pense qu'on va tout à fait dans la même... on a parlé explicitement de la nécessité de transformer le maillage, je ne sais plus comment on l'a dit, mais le maillage entre l'hôpital et les autres structures, ça nous paraît... et je ne vous cache pas que notre inquiétude va plus loin que vous appelez à un changement disruptif. Nous, on a beaucoup discuté entre nous une inquiétude qu'on a mis quelque part dans la vie, mais peut-être de façon trop allusive, mais notre grosse inquiétude, c'est que la disruption aille jusqu'à l'effondrement du service public et qu'en fait, ce soit le privé qui remplace, qui prenne la place les places vides du public. Et ce qu'on voit, il me semble, je vous dis ça aussi de l'extérieur, mais il y a de plus en plus de services privés qui se développent au sein de l'hôpital public, pour remplir des fonctions que l'hôpital public ne peut plus remplir. Et voilà, on est très, très inquiet de ça.
Ok, alors j'ai vu… Juste un petit mot, Pardon. Peut-être juste un petit mot pour compléter et rebondir sur ce que disait M. Brunel d'ailleurs. Effectivement, à mesure que la médecine devenait très technique et scientifique, et qu'elle s'est spécialisée, et elle a concouru à générer une espèce d'hypercloisonnement à plusieurs niveaux, au sein même de l'organisation des spécialités médicales, mais entre le champ sanitaire et social, le hiatus est quand même majeur, et entre la ville, l'hôpital, le privé et le public. Alors on vit l'histoire du progrès, c'est une histoire de cloisonnement, ce qui peut paraître contre-intuitif, entre guillemets, mais c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Et cette question du décloisonnement, qui est une antienne, hein, a appelé à l'élaboration, y compris de lois visant à simplifier le système de santé. Et à chaque fois qu'on simplifie, vous avez remarqué combien on ajoutait finalement des couches de complexité. Mais il y a quelque chose de paradoxal à générer des situations cliniques de grande complexité et de grande vulnérabilité, et de mettre en face une organisation qui est de plus en plus en silo, pour reprendre ce que disait M. Angard, qui est, pour reprendre les travaux d'Edgar Morin, à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, M. Ploty. Ok, alors j'ai vu la main de Yves et puis ensuite Véronique. Hein, donc je ne sais pas dans quel ordre vous voulez prendre la parole, l'un et l'autre. Je t'en prie, je crois que tu m'avais devancé, alors on va respecter l'ordre. Merci, donc merci pour ces présentations et les commentaires. Moi, je vais avoir une réaction. Alors, je suis ESPT, mais aussi, il se trouve que mon parcours est plutôt celui d'un médecin. Donc, je suis médecin, mais j'ai un regard extrêmement extérieur au système de soins et à l'hôpital, parce que j'ai exercé essentiellement comme un professionnel de santé publique, d'abord comme chercheur en épidémiologie, puis ensuite comme évaluateur du système de santé. Et ensuite, je suis allé à l'international. Et je vais dire un mot sur l'international parce que je suis toujours très, très gêné d'entendre les comparaisons entre les différents pays. Alors d'abord, moi, j'ai envie de nous comparer à des pays qui ont un peu les mêmes valeurs, c'est-à-dire les pays européens, plutôt qu'aller chercher le reste du monde. Et on a des crises dans nos pays voisins, mais ce n'est pas les mêmes crises. Et ça ne porte pas sur les mêmes parcelles et les mêmes composantes des systèmes de santé. Et il se trouve que quand j'étais à l'OMS, il y a eu en 2000 le lancement d'un rapport d'évaluation de l'ensemble des systèmes de santé du monde entier, avec un vrai changement de paradigme sur l'évaluation qui proposait des tas de choses différentes. En particulier, les objectifs devaient être regardés différemment. C'est-à-dire, il y a effectivement éviter la mort, mais aussi améliorer la qualité de vie, améliorer la prévention des maladies, éviter les crises sanitaires. Donc, c'est des objectifs de système de santé et qui sont clairement précisés. Ensuite, il y a vraiment une distinction à faire entre les financements, et chacun des pays européens a des modes de financement différents, mais pour finir, et on est loin d'être ceux qui dépensent le plus en Europe, il y a des pays qui dépensent plus que nous, il y a des pays qui sont plus protecteurs même, puisqu'on est quand même un pays où il y a, malheureusement, on est fléché comme étant un des pays où il y a des inégalités extrêmement fortes de santé. Donc, on ne peut pas trop se gargariser d'être les plus riches et les plus protecteurs, parce qu'il y a des pays qui font probablement mieux, en tout cas sur certains aspects. Et puis après, il y a les opérateurs, et on est focalisé sur les opérateurs, mais les opérateurs, il y a des pays où ils sont privés, ils sont publics, ils sont privés à but non lucratif. Et en fait, c'est la gouvernance de tout ça qui compte. C'est pas tellement, c'est le mandat qu'on donne aux opérateurs, ce n'est pas tellement le statut juridique des opérateurs qui compte. Et on a suffisamment d'éléments pour dire qu'on a plein d'exemples de mauvaise conduite dans les services publics et à l'inverse de bonnes pratiques avec des opérateurs privés. Donc, à un moment donné, dans l'évaluation, je crois qu'il faut se poser ces questions-là très clairement. Il y avait un indicateur de satisfaction des citoyens par rapport à ce qu'ils attendent. Et là, je reviens, j'ai envie quand même de faire un petit retour en arrière. Les soins, pour parler que des soins, ont tellement changé
Moi, j'ai fait mes études de médecine dans les années 70. Le pavillon des vieux, ça commençait à 55 ans. On soignait que les maladies aiguës. Les autres, bah, c'était vous vous débrouillez pour terminer. Aujourd'hui, on pose des prothèses à des gens de 90 ans, on aide tout le monde à marcher, à se porter bien. En fait, on est dans un monde où on a créé des malades en bonne santé, d'une certaine façon, des malades qui vivent bien. Et effectivement, on n'a pas repensé le système pour qu'il soit logiquement toujours égalitaire, équitable et bienveillant. Il a du mal à être bienveillant parce que pour faire tout ça, il faudrait plus de monde, probablement, mais après, il y a des contraintes économiques. Et on ne fait pas du tout appel dans la gouvernance. On est un pays un des plus centralisés d'Europe. Moi, ça m'inquiète énormément toujours. Les autres pays sont nettement plus décentralisés. Et il y a des exemples dans lesquels c'est plutôt efficace d'être plus décentralisé. Et donc, ces questions de comment amener des collectivités territoriales. Alors, je sais bien que ce n'est pas la seule façon de décentraliser, mais quand même l'idée que la démocratie représentative a un sens dans les territoires devrait amener à pouvoir laisser des choses qui soient à la main et d'ailleurs, alors si on va regarder la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ben, il y a des choses qui marchent mieux, puis il y a des choses qui marchent moins bien éventuellement. Et je crois qu'il faut vraiment il faut plus montrer du doigt, mais se dire ben, qu'est-ce qui marche bien, faire le benchmark de ce qui passe ailleurs. Moi, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui. Et surtout sortir des dogmes qui sont de se considérer comme étant le seul pays qui a bien fait et qui fait bien, quoi. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu un cri d'évaluateur que je lance, mais allons jusqu'au bout de cette logique d'évaluation. Effectivement, peut-être sur cet aspect quand même intéressant là, de la place de l'évaluation dans le système de santé, et comme quoi ça quand même, c'est un lien avec l'éthique quand même, sur la dimension éthique finalement d'un système de santé, la prise en compte de la dimension éthique dans ce que pourrait être la transformation du système de santé. Je trouve qu'effectivement, on est quand même un pays, là, Yves l'a peut-être pas dit tout à fait comme ça, mais c'est un pays aussi où on n'a pas beaucoup de démarches d'évaluation qui soient vraiment transparentes, très transversales, qui intègrent beaucoup de dimensions. Enfin, on est incapable, quand on discute les budgets de la sécurité sociale tous les ans au Parlement, d'avoir en regard des enjeux financiers, des indicateurs dont exactement ce que vient de dire Yves, c'est-à-dire une espèce de baromètre de là où on en est sur un certain nombre d'indicateurs qui sont très transversaux, qui ne tiennent pas compte ni des opérateurs privés publics, mais qui tiennent compte vraiment des besoins de la population et de là où on en est. Ça n'existe pas en France, en fait. On n'a pas cette culture de l'évaluation un peu structurée, responsable. Je ne sais pas si là-dessus, j'ai plus en tête le détail de votre avis, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi rentrer dans l'exigence éthique, finalement, vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis d'une politique de santé responsable, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet avis ou dans l'avis précédent sur la fin de vie, mais enfin, on fait quand même le constat que nous ne sommes pas les champions de l'évaluation des politiques que nous proposons. Il y a toujours, et depuis longtemps, une difficulté à évaluer l'impact des organisations et des politiques que nous avons choisies. Donc, finalement, ça reste quelque chose de fondamental si on veut changer. Si on estime qu'il faut changer face au constat qu'on partage là, il faut quand même, à mon avis, pouvoir s'appuyer sur des données de l'évaluation dont nous ne disposons pas assez. Caricatural, mais pas assez, nous semble-t-il. Vous voyez, par exemple, dans le débat sur la fin de vie, combien de fois nous nous sommes dit, mais quel est l'impact du droit actuel et des organisations actuelles qui ont été mises en place dans le cadre des plans de développement de ce PSF? Ben, nous n'avons pas d'évaluation effective de cet impact, ce qui est assez étrange, finalement, quand on voit qu'on engage
un débat qui est intéressant par ailleurs pour éventuellement faire bouger ce droit alors qu'on n'a pas évalué son impact. Voilà, moi, je ne sais pas si dans cet avis, je ne sais pas si, Monsieur Charpak, si c'est au CCNE que vous adressiez cette remarque sur la critique du système, parce que je ne sais pas ce que nous faisons du tout, hein, très honnêtement. On n'est pas dans le système français bashing ou l'hôpital bashing ou comment dirais-je, une critique du privé par rapport au public, puisque précisément, on est même convaincu de l'inverse, c'est que dans cette émulation des différences, il peut y avoir quelque chose de très positif. Et puis le pire se loge parfois dans ce qu'on croit être le meilleur, donc je partage votre analyse là-dessus, mais de fait, quand on dit santé publique ou déficit de santé publique, on incorpore aussi un aspect de la santé publique, qui est les organisations en santé et l'évaluation de ces organisations. Pour moi, ça fait partie de la dimension de santé. Peut-être juste, je pourrais ajouter, alors d'abord, effectivement, s'il y avait eu mauvaise compréhension, quand on a moi j'ai dit tout à l'heure que le système français était protecteur, j'ai bien précisé en théorie. Et en pratique, je crois que tout le monde est bien d'accord sur le fait que les inégalités de santé et de mortalité en particulier extrêmement fortes qu'on a en France sont là pour le coup un indicateur majeur sur le fait qu'on a un problème. Alors sur la question c'est vrai que dans cet avis-là, en fait, Régis, c'est plutôt dans l'avis fin de vie qu'on a explicitement appelé à plus d'évaluation. On n'en a pas énormément parlé là. Cet avis, dans le travail qu'on a fait, notre objectif n'était pas justement ni d'évaluer, ni d'analyser les dysfonctionnements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font bien mieux que nous, mais c'était plus de se poser la question quels sont les principes éthiques qui, en ce moment, posent problème et sur lesquels il faudrait s'appuyer pour repenser les choses. Je voudrais juste dire que, par contre, au cours du travail qu'on a fait pour ça, on a rencontré, en fait, il y a de l'évaluation faite en France. Il y a un rapport, il y a X rapports de l'IGAS, j'ai en tête un rapport de l'IGAS qui disent très bien les choses, et il y a les rapports de la Cour des comptes. Moi, d'un point de vue recherche, je connais les travaux de l'IRDES, qui est l'Institut d'économie en santé, qui régulièrement produit des évaluations fines de type recherche. Donc, en fait, je crois qu'en France, on produit de l'évaluation, mais par contre, qu'elle n'est pas… par contre, la vraie question, c'est en quoi la politique prend en compte cette évaluation et est basée sur l'évaluation. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on a abordé de front, en tout cas, dans cet avis. Véronique, c'est enfin ton tour. Non, je ne trépignais pas, même si, encore une fois, je pense qu'on ne peut que déjà vous remercier à ce niveau de notre webinaire pour cet éclairage et comment cet avis a été, les préconisations dans cet avis, ce qui m'amène à plusieurs commentaires et questionnements. Alors d'abord, moi je suis donc médecin, pharmacologue et santé publique et je partage au moins avec le professeur Régis Aubry un lieu de vie commun puisque je suis byzantine et que j'ai fait mes études à Besançon. Donc, ça nous rapproche au moins sur cet aspect-là. Alors, plusieurs choses. La première des choses, quand vous exprimez le fait d'accorder plus de valeur aux patients, de respecter les soignants, les parties prenantes, que l'on fait en même temps le constat qu'on a un manque de soignants avec des départs, on a déjà un manque de par les politiques de numerus clausus qui sont restées figées depuis des années, plus un départ de soignants et vous entendez aussi des soignants qui disent je ne peux pas admettre, je ne peux pas continuer à travailler à l'hôpital en faisant autant de mal aux patients, en consacrant pas assez de temps, de faire une mauvaise médecine et en même temps je pars. Est-ce que cette dimension, ce principe éthique que vous avez érigé dans votre rapport, est-ce qu'aujourd'hui il est audible dans ce constat de manque cruel, enfin de manque important
criant, pas criant en tous les cas, et fort de soignants à l'hôpital. Est-ce que on peut se dire, on va bâtir un système en érigeant comme principe, en effet, d'accorder plus de temps aux patients, de valeur aux patients dans ce contexte très critique, dans cette période extrêmement critique. C'est-à-dire qu'on est forcément à plus long terme. Voilà, comment vous êtes audible dans ce contexte-là. Rebondir aussi sur le fait, comme vous l'avez évoqué, l'éruption ou la montée en puissance du privé à l'hôpital. Et quand on voit en Espagne, enfin toi Gilbert qui suit l'actualité espagnole, le nombre de gens dans la rue pour défendre le modèle public, refuser que le modèle qui est en train d'être bâti en Espagne, faire monter le privé dans le système de santé, mais une mobilisation, je pense, comme l'Espagne n'a jamais vu pour refuser le privé, qu'on accorde un rôle de plus en plus important du privé dans le système hospitalier. Et la dernière remarque que j'avais, c'est, comme vous le soulignez, comme nous tous nous faisons finalement il y a une évolution de la valeur du travail aujourd'hui. Je pense que vous avez dans votre, je ne me rappelle pas tout dans votre avis, mais il y a quand même un indicateur générationnel. Enfin, je ne sais pas quels sont l'âge, enfin, quand vous avez auditionné des professionnels de santé, mais il y a quand même un indicateur générationnel. Et je me disais l'autre jour, la philosophe Cécile Renoir qui disait que ce que recherchent les jeunes générations, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du monde. Et finalement, quand on est soignant, on a quand même, prendre soin des autres fait partie quand même des valeurs fortes qui ont motivé à épouser une carrière médicale, paramédicale, etc. Et que ça, finalement, on sent qu'il ne s'y accroche pas non plus. Donc, comment, encore une fois, ces préconisations dans votre avis, enfin, peuvent aujourd'hui être audibles dans ce contexte où il y a beaucoup de choses qui changent et que finalement la pandémie n'a fait qu'acutiser un phénomène qui était déjà en train de s'installer, mais il y a eu quand même une acutisation forte avec cette pandémie. Et puis la dernière question, je m'excuse encore une fois d'être un peu long, dans le cas du CCNE, est-ce que vous avez échangé avec d'autres comités consultatifs nationaux d'éthique dans d'autres pays européens par rapport à ce constat d'ériger des principes éthiques pour répondre un peu à cette crise hospitalière? Est-ce que vous avez eu ces échanges-là et quelles étaient leurs réponses dans le cadre de ces échanges? Sur la question du temps et sur la question de savoir si, pour des professionnels de santé, disposer de temps serait de nature à réenchanter en quelque sorte le système de soins. D'après nos auditions, nos travaux, c'est évident qu'à mon avis, il faut du temps, mais plus que du temps, c'est une forme de disponibilité des professionnels qu'il faut avoir pour vis-à-vis de la souffrance d'autrui. Et quand on parlait d'une crise du sens, de ce que soigner veut dire, c'est et ça a été explicite dans les auditions qu'on a eues. Les professionnels disent qu'on ne comprend même plus pourquoi on intervient. On ne sait pas ce qu'il advient des gens que nous soignons, et on a besoin de participer aussi à des discussions autour ou à des délibérations de nature éthique, qui est un temps qui aujourd'hui n'est lui-même pas valorisé, collectif, pour appréhender la complexité et trouver les moins mauvaises réponses à des situations qui sont parfois aporétiques. Là où on en est, mais restons modestes, parce que je pense que le CCNE n'est qu'un organisme consultatif et qui ne regarde les choses au travers du prisme de l'éthique, qui est un sous-ensemble, à mon avis, de la question, mais on a le sentiment
que si on pouvait réfléchir à cette revalorisation de ces temps, cette valorisation de ces temps, j'ai essayé de parler, ce serait probablement de nature à réenclencher un mouvement centripète en direction du système de santé. Parce que cette question, que ce soit les ordres infirmiers, les témoignages des professionnels de terrain, l'ordre des médecins, cette question du rapport au temps et du temps malade, enfin, des temps qui doivent se croiser à nouveau entre le temps du malade et le temps du professionnel, nous est apparu comme un élément probablement très central dans l'explication de la crise et l'explication de la fuite des professionnels de santé. Sur la comparaison avec les autres systèmes en crise, si je peux dire les choses comme ça à l'étranger, je crois que c'est un des sujets, alors ça a été fait, mais de façon sporadique et qui n'amène pas de réponse suffisamment argumentée. Peut-être Annabelle aura un autre avis là-dessus, mais on a une réunion, je crois, des différents comités d'éthique des pays européens qui va aborder ce sujet, je crois, à la fin du printemps, entre guillemets, pour essayer de croiser nos regards. Mais dans les discussions que nous avons pu avoir, cette question des évolutions sociologiques du rapport au temps, du rapport aux priorités, du rapport au travail, elle est très universelle. Hein, ce conseil est très universel. Et je crois qu'il faut faire avec. On peut s'en émouvoir, on peut être choqué, mais c'est un fait. C'est un fait. Et on voit aujourd'hui, même lorsqu'on est, par exemple, en situation d'embaucher des personnels dans l'hôpital, une des exigences, elle est dans le respect du temps privé. Et c'est une exigence qui est mise en avant très vite. Ce que je n'entendais pas, mais ça fait un peu vieux con, excusez-moi, mais ce que je n'entendais pas il y a quelques années encore autour de tout cela. Ce qui ne veut pas, je ne porterai pas de jugement là-dessus, mais ce qui témoigne, à mon sens, du fait, encore une fois, que nos organisations et nos systèmes ne se sont pas adaptés à une évolution sociologique, à une évolution engendrée par les progrès même de la médecine. Annabelle, tu peux peut-être compléter. Hein. Oui, juste sur ce dernier point, c'est ce qui est, donc, bien évidemment, comme vous le dites, c'est totalement, enfin, il y a vraiment une composante générationnelle très forte qu'on a bien entendu dans les auditions. Et ce qui est ressorti, et ça nous a, parce que la moyenne d'âge du CCNE, plutôt au-dessus de 50 ans qu'au-dessous, et donc on était tous, je dirais, plutôt ancienne génération. Et ce qui nous a beaucoup fait réfléchir, c'est qu'on a entendu des gens nous dire que quand on parle d'éthique, la première dimension de l'éthique, c'est de ne pas, la première, je l'exprime mal, mais ça n'est pas éthique de penser qu'il y a des gens qui sont corvéables à merci. Donc, ce n'est pas parce qu'on est soignant et qu'on a cette vocation-là de prendre soin de l'autre qu'on peut tout vous faire et tout vous demander. Et ça, en fait, voilà, du coup, on l'a mis tel quel dans la vie parce qu'il nous semble que c'est quelque chose qu'on doit vraiment entendre. C'est que, oui, c'est assez éthique finalement ça fait partie de cette dimension du respect. Il faut commencer par respecter la vie des gens. Voilà. Et puis, bien évidemment, dans les recommandations, ce par quoi vous avez commencé est très important. C'est-à-dire que dans les recommandations, on commence à dire que si on veut respecter les soignants, la première chose à faire, c'est de leur accorder des conditions d'exercice correctes. Ça veut dire plus de soignants. Et voilà, et on n'a pas été jusqu'à dire des meilleurs salaires parce qu'il s'avérait qu'on n'était peut-être pas la bonne instance pour le dire, mais si vous lisez entre les lignes, oui, on dit des meilleures conditions d'exercice à tout point de vue, quoi. Merci beaucoup. Je vois que Daniel Valero, qui est en visio aussi avec nous. Bonjour Daniel, tu souhaites poser une question aussi. Bonjour tout le monde, je suis ça attentivement. Ma caméra ne marche pas en plus, donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas. Moi, je suis première adjointe à Évry-Courcouronnes, donc dans l'Essonne. Je suis membre de SPT, bien sûr aussi. Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, qui est une ville de 70 préfectures, ville de 70 000 habitants, avec 3/4 de la ville en QPV. Mais je reviens sur tout ce qui a été dit à l'instant sur le côté générationnel et changement de génération, ça se vérifie tous les jours. Et dans le livre blanc qu'on avait travaillé avec la MIF, la commission santé avec Véronique,
Ce qu'on constate et qui n'a pas été du tout anticipé, et moi je ne porte pas de jugement, hein, je pense que les médecins d'aujourd'hui, s'ils ont le droit d'aller aussi de temps en temps chercher leurs gosses à l'école, ils ont aussi le droit de prendre de temps en temps un mercredi, etc., au même titre que les autres, et c'est ça aussi ce qu'on vient de dire sur la qualité de leur vie, et on doit aussi respecter ça, sauf que, évidemment, personne n'a anticipé ça avant. C'est-à-dire que personne n'a anticipé que les médecins d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et que le 70 heures par semaine, c'est terminé, etc. Et donc, y compris dans les numerus clausus divers et variés depuis des lustres, personne ne l'a anticipé. Aujourd'hui, il faut quasiment, ça a été compté, hein, il faut au moins 2 médecins d'aujourd'hui pour faire un d'hier en temps de travail. Donc déjà que le numerus clausus ne fait... Enfin, déjà qu'on a des problèmes de démographie médicale, mais si en plus on compte le temps de travail, c'est bien pire que ce qu'on pensait. Et ça ne va pas s'arranger parce que crise Covid en plus, etc., les gens maintenant, ils disent, écoutez, moi je suis médecin, c'est bien, mais je ne vais pas me tuer à la santé. Et contrairement aux autres médecins d'avant, j'ai envie de voir mes gosses grandir. Pour caricaturer, mais c'est exactement ça. Plus la féminisation quand même. Donc d'autant, les médecins femmes ont aussi le droit d'aller chercher les gosses à l'école de temps en temps. Etc., comme d'autres l'ont fait. Et par rapport à une autre génération qui est celle de la mienne et celle de quelques collègues autour de la table visio, voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes choses. Donc, y compris sur la démographie des médecins généralistes qui va vraiment pas bien, si on prend en plus cette histoire de temps de travail, diminuer, c'est bien pire en fait. Et ça change. Et puis, il y a un autre sujet, moi j'ai vu dans notre centre de santé municipal, difficile, hein, parce qu'une population compliquée, etc. Moi, les nouveaux, et d'ailleurs, ils sont partis, les nouveaux récents, qui ne sont pas les anciens médecins militants de santé publique d'avant, qui se tuaient au boulot et qui apprenaient toute la misère du monde sur la tête. Moi, je l'ai fait aussi comme dentiste, à passer plus de temps à dépatouiller des situations sociales des gens que quasiment qu'à les soigner. Dans les nouveaux médecins, on m'a dit gentiment, écoutez, ici, il y a trop de social, c'est trop compliqué, il nous faut une assistante sociale à demeure pour gérer ces problèmes-là, nous, on n'est pas fait pour ça, etc. Et ça change beaucoup, beaucoup. Du coup, on a un peu de mal à trouver des médecins de santé, des médecins fonctionnaires dans nos centres de santé parce qu'il ici et qu'il faut plus de moyens. Il nous faudrait, on nous a demandé, donc une assistante sociale tout le temps au centre, psychologue et tout le machin. Alors qu'avant, les autres médecins d'avant, les fondateurs de ce centre municipal, ils faisaient tout. Alors évidemment, hein, c'était dur, hein, c'est bien évidemment, mais enfin, ils passaient des coups de fil au service pour le quotient familial, le machin, le truc qui dépatouillait des situations des gens. Aujourd'hui, c'est fini ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent et sans vouloir faire vieux crouton désespéré et aigri, hein, c'est pas ça, mais la médecine de demain, c'est pas la médecine d'hier et aussi à cause de ça. Enfin, à cause de ça, aussi pour ces raisons. Merci beaucoup, Daniel. Donc, ça, c'est vrai que c'est un des aspects. Alors, peut-être pour la dernière partie, là, qui est un peu plus… là, il nous reste une quinzaine de minutes. Peut-être pour rentrer un peu dans peut-être des propositions, parce que je pense que là, je me situe un peu sur les leviers d'action dont on dispose pour replacer la dimension éthique. On a parlé de la formation, ça c'est évident, c'est-à-dire intégrer dans la formation des médecins cette dimension de l'écoute, du ton, etc., de l'empathie, enfin de la relation médecin-malade, tout ce qu'on a dit là depuis le début, qui aujourd'hui effectivement est probablement très insuffisante dans le cursus des études médicales. Donc ça, c'est un premier levier. Après, il y a le sujet de la reconnaissance de ces temps-là, de ce que disait Régis, là, je ne sais plus comment tu l'as, la délibération éthique au sein des équipes. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais pendant le Covid, on a mené un travail de recherche en lien avec le Comité national d'éthique et la coordination nationale des espaces éthiques, le projet qui s'appelait Panthère, pour pandémie, territoire et éthique, je crois, si je me souviens bien du titre. Et l'objectif, c'était d'évaluer la place des fameuses cellules de soutien éthique qui ont été mises en place sur, entre guillemets, recommandation du CCNE dans un avis qui avait été rendu en mars 2020, enfin très précocement dans la crise, pour justement accompagner les soignants confrontés à des tensions éthiques dans les services, voilà, pas suffisamment de moyens, nécessité de trier les malades. Enfin, vous voyez bien le contexte qui était celui de mars 2020. Et ces cellules de soutien éthique, elles constituent quelque part quelque chose qu'on aimerait peut-être pérenniser, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, là, dans votre avis, vous soulignez très bien
les attentes des professionnels d'avoir ce temps dédié à un travail de partage collégial sur des situations complexes qui sont de plus en plus nombreuses dans les services. Alors, comment vous voyez les choses? Parce qu'on voit bien ça dans le milieu hospitalier, pourquoi pas le reconnaître et le pérenniser. Par contre, dans la vraie vie, en ville, par exemple, je veux dire, aujourd'hui, comment on peut… Ça n'existe pas, ça, les temps de délibération éthique. Peut-être au sein d'une CPTS, ça pourrait être envisageable, mais dans ce cas-là, on arrive au paradoxe qu'on va enlever du temps soignant, finalement, dont on manque déjà beaucoup, pour créer du temps collectif, dans l'intérêt, bien sûr, des personnes, des soignants, parce qu'ils sont en attente de ça, et en même temps, c'est au détriment des patients, parce que on assèche encore plus le temps disponible pour la relation médecin-malade ou infirmière malade, etc. Donc, ça, je ne sais pas si c'est des solutions, mais on voit bien le paradoxe des attentes d'une part et des solutions qui pourraient être mises en regard d'autre part. Oui, alors c'est difficile de te répondre avec précision, Alexandra, mais moi je fais partie de ceux qui considèrent et qui essaient de démontrer depuis longtemps que le temps de la réflexion, c'est une économie. C'est un investissement. Le temps de la coordination et de l'anticipation sont des temps fondamentaux dans un contexte qui s'est compliqué, qui produit des situations complexes. Et donc, la reconnaissance et la valorisation de ces temps nous apparaissent nécessaires et source d'économie pour ne pas engager, ce qui peut contribuer à des situations aporétiques ou des situations à plus de problèmes, générant plus de problèmes. Donc, oui, moi je pense, et puis d'ailleurs, l'expérience pratico-pratique montre que, avec les collègues libéraux sur des situations complexes, il y a un énorme soulagement à ne pas laisser seuls les professionnels qui, tout débordés qu'ils sont, trouvent toujours un temps pourvu qu'on… Dans l'expérience plus personnelle, moi je travaille beaucoup avec les dispositifs d'appui à la coordination pour arriver à trouver des interstices communs pour pouvoir dialoguer entre des professionnels qui sont éparses dans l'approche libérale autour du domicile, entre guillemets. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a besoin de repenser un modèle qui valoriserait par exemple, le diagnostic de ces situations de vulnérabilité, les plans d'accompagnement de ces traitements et les temps de concertation pour permettre une meilleure prise en soin. Je crois que ça satisferait la majeure partie des professionnels. Et je pense qu'il faut qu'on monte des travaux là-dessus, qu'on monte des expérimentations et qu'on monte, parallèlement à ces expérimentations, des systèmes d'évaluation avec et sans, pour montrer un peu le bénéfice éventuel autour de tout ça. Il faut s'engager dans des travaux de cet ordre-là, sans quoi, à mon avis, on reste, comme tu le dis, on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on va dire, comment ça, valoriser du temps qui n'existe pas? Ça n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui va faire inverser le mouvement actuel qui a contribué à fermer un nombre incroyable de lits dans les hôpitaux, hein? Et pas simplement la PHP, hein, dans tous les centres hospitaliers du territoire, ça serait probablement de rendre public, si on en arrive là, peut-être au sein du CNR. Moi, je vais avoir une réunion la semaine prochaine en tant qu'un des 3 garants du CNR auprès du ministre. Première réunion qu'on va avoir pour vérifier l'adéquation de notre point de vue entre ces pistes qu'on ouvre dans cet avis et les mesures qui seront prises après les remontées de terrain, entre guillemets, mais faire savoir qu'on reconnaît l'expertise soignante large autour de l'approche complexe des situations dont on parlait tout à l'heure, mettre en œuvre une forme de reconnaissance par la rémunération aussi de ces actes, je ne sais pas si on peut parler d'actes en tout cas, mais d'actions qui sont fondamentales, m'apparaître un message qui serait fort et qui pourrait être de nature à contribuer à freiner, voire à inverser un peu le mouvement. Voilà, enfin, et puis je pense, enfin, là je rêve un petit peu dans ma réponse, et il se trouve qu'on travaille beaucoup avec le comité d'éthique du numérique là, qui est rattaché au CCNE à toutes les questions qui tournent autour du développement du numérique et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Si on est intelligent, ce qui n'est encore pas garanti, si on est intelligent et qu'on met à disposition
ce que l'intelligence artificielle peut apporter comme soulagement du travail autour du diagnostic et autour des propositions de traitement. Et si on considère que cela permettrait peut-être de recentrer les professionnels sur les actions d'accompagnement et de réflexion sur les situations individuelles, si on développe par ailleurs des nouveaux métiers ou d'une nouvelle fonction, moi je suis assez intéressé parce qu'il se développe autour des IPA, par exemple dans les parcours de santé. Si on diminue la charge qui incombe aux médecins aujourd'hui, mais je sais que ce que je dis est très contesté, si on diminue la charge qui repose sur les médecins autour de à la fois un suivi des maladies chroniques qui n'est pas si bien fait que cela dans ce contexte de contraintes de travail, et à la fois peut-être de recentrage du travail du médecin sur la dimension complexe. Il me semble qu'à la croisée de toutes ces mesures-là, on pourrait peut-être retrouver une forme d'équilibre. Ce n'est pas forcément populaire, mais pour être utile, il faut savoir déplaire. Si je peux juste compléter, je dis Régis, deux points. D'abord, je crois que vous disiez, Alexandra, oui, mais si on fait ça, on va prendre du temps sur le soin. Je crois que les choses ne bougeront que si on se dit que c'est absolument prioritaire. Et c'est un peu ce qu'on a eu envie de dire dans notre avis, c'est que si ces temps-là ne sont pas dégagés, les soignants vont rester dans ces dilemmes éthiques non résolus, donc dans des souffrances éthiques, souffrances psychiques, et on a ce qui se passe aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas dans le système de soins, mais il se trouve que je travaille beaucoup auprès de populations défavorisées, avec des associations de la recherche. Je vois que quand on prend, c'est indispensable de prendre 1 heure de temps en temps pour que les gens de terrain, mais vraiment puissent raconter ce qui se passe. Et quelquefois, on ne peut pas le résoudre, ce qui se passe, parce que quand quelqu'un n'a pas de papier et qui dort dehors et que le SAMU ne répond pas, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, le fait même de l'avoir partagé, déjà, on voit que ça baisse les souffrances éthiques. Donc, voilà, la première chose qu'on a envie de dire, c'est que c'est indispensable, ce n'est pas du luxe, c'est indispensable. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui existent, et peut-être que le premier travail, c'est de les partager. Par exemple, là, encore une fois, je parle vraiment de mon extérieur, par rapport à, vous êtes tous, j'ai l'impression, professionnels de santé, mais les infirmières, je ne sais pas si je pense que plusieurs d'entre vous ont dû travailler ou voir travailler des infirmières Asalée. Je crois que les infirmières Asalée, dans l'organisation d'Asalée, il y a justement régulièrement des points, alors plutôt par visio, mais qui leur permettent d'échanger sur les difficultés de leur pratique. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, c'est que quelquefois, éthique est un gros mot, et que ça fait peur aux gens, et que ceux qui sont le plus en bas de l'échelle professionnelle se disent « non, mais l'éthique, c'est pour les sachants ». Ben non, en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que quand on est aide-soignante, on doit pouvoir parler d'éthique sans forcément dire que c'est de l'éthique, mais voilà, le fait de pouvoir partager ces questions, c'est ça l'éthique, et ça doit être à tous les niveaux. Merci beaucoup. Alors, ça a fait réagir Yves et puis ensuite Francis. Vas-y, Yves. Alors, moi, vraiment, très, très brièvement, je suis en accord avec tout ce qui est dit. J'ai juste toujours une réserve sur le fait qu'on n'utilise pas assez la connaissance existante, qui est de plus en plus abondante. Il y a énormément d'expériences, ça a été dit, mais il y a énormément de connaissances qui sont sur la table, qui sont sur des étagères, Et cette non-utilisation de la connaissance, quand on construit des actions et tout, ça peut vraiment poser un problème éthique, à mon avis, c'est-à-dire qu'on recommence à zéro un certain nombre de choses. Voilà, c'est une question en fait, mais pour moi, elle est assez essentielle aujourd'hui. Merci Yves. Francis. Oui, merci Régis. Vous avez cité 4 évolutions absolument indispensables du système de santé, c'est-à-dire l'introduction des infirmières de pratique avancée, les dispositifs d'aide à la coordination et les infirmières Asalée, et puis l'intelligence artificielle. La difficulté qu'on a, et vous le savez pertinemment, c'est que l'ensemble de ces dispositifs qui sont des éléments d'aide au changement du système sont massivement rejetés
par les praticiens actuellement en exercice et en particulier les syndicats. Donc, on a un sujet qui est un sujet de management social et comment aider les professionnels actuellement installés à prendre à bras-le-corps ces solutions qui, effectivement, comme vous le dites sur le papier, peuvent libérer du temps médical, mais pour des raisons, allez, je vais envoyer le terme corporatiste, les gens, ils ont mis le frein à main, ils ont jeté les clés du camion et puis voilà, ils ne veulent absolument pas que ça change. Donc, comment fait-on pour effectivement emmener l'ensemble des professionnels, et ils sont assez nombreux et assez difficiles à gérer, dans le changement? Je ne sais pas, si je le savais, ça se saurait, si nous le savions, ça se saurait, mais je pense que ce que ça veut dire, et je partage votre analyse, hein, mais c'est presque une loi physique, hein, tout changement rencontre de la résistance. Donc, on sait aussi que la résistance fait partie de la donne. Il faut donc y aller progressivement. Il faut y aller. Faut pas avoir envie de bousculer trop vite les choses. Il faut y aller avec de la pédagogie, bien entendu. Et puis, je pense qu'il faut valoriser. Moi, j'entends dans les revendications je suis d'accord avec vous sur la dimension presque corporatiste qui existe, mais il y a une peur de perdre, en quelque sorte, qui existe. Et en face de cette peur de perdre, il faut mettre l'assurance de gagner quelque chose. Personnellement, je pense que, et je me trompe peut-être en disant cela, mais valoriser l'intervention dans la dimension complexe, valoriser les longues études médicales pour les recentrer sur la dimension complexe, mais ça veut dire la valoriser aussi, puisque du coup, c'est réinterroger la notion d'acte, puisque un acte facile rapporte autant qu'un acte complexe aujourd'hui. Et probablement, cette dimension doit être discutée avec les représentants de ces professions qui ont peur de perdre. Et je pense que le peur n'est pas totalement infondée aussi. Donc, il s'agit, de mon point de vue, de marcher ensemble plutôt que de s'opposer. Mais c'est facile de le dire. On dirait une discussion autour de la réforme des retraites, mais c'est pas grave, non, je rigole. C'était une petite parenthèse. Juste, Alexandra, dans une minute, il faut que je vous quitte parce que je dois aller faire un tour à la fac. Ouais. On laisse peut-être Véronique juste dans les 60 secondes, 30 secondes. Un tout petit complément. Je pense que ça a beaucoup de sens en tous les cas. Je pense qu'il y a moyen peut-être d'avancer, comme vous disiez, tous ensemble. Et quand on aussi, pour revenir sur le livre blanc, on avait demandé à ce que le temps de coordination entre les infirmières de pratique avancée et les médecins traitants soit valorisé. Et ce temps de coordination nous semblait vraiment important pour garder le médecin aussi dans ce rôle de référent, de médecin traitant, mais aussi de pouvoir échanger avec l'infirmière de pratique avancée. Donc, comme pour les infirmières azalées, en effet, c'est important d'avoir ce temps de coordination. Le point, alors malheureusement, ça ne va pas être rapide, mais je voulais juste revenir aussi sur ce que vous avez, Annabelle, excusez-moi, votre nom étant plus compliqué, j'ai raccourci. D'évoquer sur la prévention, sur l'aller vers, sur le rôle des collectivités locales en matière de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé que crée finalement notre système de santé d'un point de vue théorique très protecteur. Est-ce que, et aussi ce que vous évoquiez, que peut-être la notion faire de la santé publique pour ces nouvelles générations qui sont beaucoup plus peut-être dans l'intervention technique au sein de l'exercice médical, enfin de la partie très technique dans les actes médicaux, est-ce que finalement la prévention, elle doit vraiment être, la promotion de la santé-prévention, beaucoup plus être laissée aux parties prenantes dans les territoires que sont les élus santé et leur direction santé, que sont les associations, que sont les médiateurs en santé. Est-ce que finalement c'est dans les territoires, au niveau local notamment, collectivité locale, que doit le plus aujourd'hui se développer la prévention et la promotion de la santé?
Ce que je propose, parce que Régis doit nous quitter, que tu puisses partir, Régis, et puis peut-être on va laisser Annabelle répondre si elle a encore 2 minutes. Mais voilà, mais déjà, te remercie beaucoup, Régis, parce que je ne veux pas que tu sois en retard vis-à-vis de tes étudiants. Merci, Alexandra. Au revoir. Merci à tous. Merci mille fois, Régis. Et on finit juste sur la réponse. Si Annabelle Desgrès-du-Loup peut encore nous accorder 3 minutes, ce serait super. Oui, alors 3 minutes pour cette vaste question. Écoutez, je vais vous répondre avec ce que je suis et ce que je connais, qui est très limité. Moi, je suis chercheur en sciences sociales. Ce que je vois à partir de la recherche en sciences sociales, c'est qu'effectivement, pour qu'elle soit, et je mène de plus en plus des recherches avec des acteurs communautaires, et je suis absolument persuadée que pour les questions fines que représentent les inégalités sociales, il faut des réponses locales, parce que ce n'est pas au sommet de l'État qu'on va comprendre quels sont les problèmes spécifiques de telle ou telle personne, et que d'une région à l'autre, ça change, et voilà, des choses que vous connaissez bien mieux que moi. Après, je ne suis pas du tout, j'ai une ignorance très large, je réalise en étant CCNE, mon ignorance de la chose politique, je vais vous dire. Donc, j'ai compris en travaillant sur cet avis qu'il y avait, grosso modo, pour dire, enfin voilà, que la santé est plutôt régalienne et le social plutôt au niveau des territoires. Et que ça pose un problème parce qu'il faut que les deux soient articulés. Donc, à la question que vous me posez, j'aurais envie de dire oui, je pense qu'il faut absolument que la réponse aux inégalités sociales elle soit le plus territoriale et le plus locale possible. Après, il faut bien évidemment que voilà, ça serait un problème si cette réponse territorialisée aux problèmes sociaux, elle n'était pas articulée à une réponse en santé. Et donc, voilà. Mais je n'ai pas les clés de la solution à ce que vous dites. Mais oui, enfin, je crois vraiment que vous avez, vous, les acteurs territoriaux, voilà, vous avez les leviers d'action pour que les choses soient efficaces, hein, ça c'est sûr. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce passionnant webinaire. Je pense qu'on n'était pas forcément extrêmement nombreux, mais en tout cas, toutes les personnes que vous aviez autour de la table sont des gens très engagés et très motivés. Et peut-être pour vous, c'est intéressant de voir que les collectivités locales, enfin en tout cas, on représente une communauté quelque part qui est un peu, voilà, peut-être que vous connaissiez moins avant ces échanges, et peut-être que ça donnera lieu à peut-être des approfondissements dans la suite. Et vous voyez que, en tout cas, on a pas mal d'idées et on met en musique, en tout cas, ce que vous avez pu produire dans votre avis avec nos propres préoccupations. Il y a quand même des points de convergence assez forts hein, dans notre discussion. On voit bien qu'il y a beaucoup de points de convergence et c'est pour ça qu'on avait souhaité cette rencontre. Donc, merci infiniment. On remerciera Régis comme il le faut plus tard et peut-être qu'on s'arrête là. Et je dis à mes chers collègues à très vite pour de nouvelles aventures. Je ne sais plus ce qu'on a comme échéance, mais on en a plein. Merci, bravo. À bientôt. Merci encore à vous. Merci infiniment d'avoir pris mille ce fois. temps. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée.